Bonsoir fidèles téléspectateurs du groupe Label Télévision, bienvenue dans Tête à Tête, votre tribune du samedi soir incontournable. Ce soir, nous allons parler de politique, nous allons débriefer très rapidement ces élections législatives 2022 au Sénégal. Avec moi pour en parler, M. Demba Makalou, bonsoir. Bonsoir Penda. Ravi de vous avoir ce soir dans Tête à Tête. Eh bien, tout l'honneur me revient d'être présent sur ce plateau de son Label Télévision. Et je suis très heureux d'être là et j'adresse également mon bonjour à l'ensemble de vos téléspectateurs. Merci à vous. Alors, comme la coutume le souhaite, je vais vous laisser soin de vous présenter à tous nos téléspectateurs. Alors, je m'appelle Demba Makalou, je suis un acteur politique indépendant, coordonnateur donc de la coalition citoyenne avec Alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Très bien. On peut revenir très rapidement sur votre parcours professionnel avant justement d'arriver Alors, je suis programmeur et comptable de formation. J'ai été en cabinet avant d'atterrir dans une société de télécom en qualité de directeur financier et comptable. Et par la suite, j'ai rejoint le Mali dans une autre société télécom en tant que directeur administratif et financier avant de revenir au Sénégal pour monter ma propre structure qui, au bout de quelques années, a périclité et j'ai rejoint Seneweb où j'ai été le directeur pendant 13 ans. Et aujourd'hui, je suis à mon propre compte, donc je suis dans tout ce qui est accompagnement des entreprises, mise en place des procédures et de la formation. Toujours dans la finance, mais à la fois vous allez l'informatique. L'informatique et les médias. C'est ça. Non, pas les médias, l'informatique et la gestion. Chez Seneweb, c'était l'informatique. Seneweb, c'était pour la gestion de l'entreprise, non pas pour les médias. Voilà. Alors, coordonnateur de AVEC, c'est avec qui et c'est avec quoi? Alors, AVEC, comme vous l'entendez, c'est l'Alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes. Donc, c'est une alliance de personnes indépendantes qui ont choisi d'être à équidistance des partis politiques, donc des citoyens épris de justice et de démocratie et de bonne gouvernance, et qui ont décidé de se mettre ensemble afin d'apporter une nouvelle offre politique au Sénégal. Quelles sont vos valeurs? Les valeurs, c'est la transparence, c'est l'honnêteté, ce sont les vertus, c'est la vertu, c'est l'éthique et la déontologie. Surtout, un peu comme les médias encore une fois. Vous étiez candidat aux élections locales 2022 dans la commune de Sacré-Cœur-Mermoz. Oui. C'était une première pour vous? Non, c'est la première fois, c'est en 2014. 2014 où je m'en suis sorti avec 2 conseillers. En étant presque seul, donc une coalition. Et en 2022 également, je m'en suis sorti avec 2 conseillers. Donc j'ai maintenu un peu le même rythme. Et c'est quand même assez encourageant et peut-être également une déception quelque part parce que l'offre citoyenne n'est pas encore bien comprise par les habitants de cette commune particulièrement. Oui, je pense que l'offre citoyenne n'est pas encore bien comprise, n'est pas encore bien assimilée. Et quelle était votre offre justement? L'offre, c'était déjà faire une politique autrement et une politique proprement. Comment? Une politique sans violence, sans violence, ni verbale, ni physique. Une politique dans la vérité. Pas de promesses intenables, pas d'engagement qu'on ne peut pas respecter, mais en appelant les populations au travail et également à la transparence et dans l'implication personnelle de chaque citoyen dans le développement de leur terroir. Qu'il ne fallait pas attendre ni la mairie, ni l'État dans tout ce qu'on doit faire dans nos quartiers, parce qu'il faut une implication personnelle pour apporter sa pierre à l'édifice. Accepter en tout cas la démocratie dans sa diversité, mettre tout le monde au même pied d'égalité, affecter les ressources de la mairie au service exclusif des besoins de la population. Et pour résumer, c'est mettre le citoyen au cœur des préoccupations de la mairie.
Notez-vous une différence entre les citoyens de votre commune et les citoyens, je dirais, de toute l'étendue aujourd'hui du territoire, en termes de comportement, en termes d'acceptation justement de ces projets? Est-ce qu'il y a une différence quelconque qu'on peut soulever par rapport à l'expérience que vous avez eu à faire? Alors, je trouve que généralement, dans toutes les communes où nous avons été présents, je pense que la démarche est toujours la même, le comportement est toujours le même. Les citoyens ne sont pas, les électeurs ne sont pas encore prêts pour les vertueux. Ah. On croit encore à la forte politique politicienne? Oui, effectivement, on croit encore à la forte politique politicienne, on croit encore au matériel, on croit encore à l'argent. Quand vous parlez matériel, évidemment, c'est glisser des billets pour qu'on aille voter pour un candidat ou pour un exactement. autre. Et vous pensez que ça ne s'arrêtera pas? Peut-être que ça changera un jour. On est en train de voir une nouvelle dynamique au Sénégal. Peut-être que ça va changer, si le rythme est maintenu, bien entendu. Mais je ne crois pas que ça change maintenant, parce que les Sénégalais ont été trop habitués justement à l'argent facile. Oui. Et compte tenu aujourd'hui de la situation économique, financière du pays, où tous les Sénégalais se plaignent justement de cette crise, du manque d'argent, du manque de moyens, est-ce que ce n'est pas aussi, entre guillemets, une facilité pour tous les politiques d'avoir un électorat? Absolument, parce que je signe toujours mes publications avec que Dieu nous gratifie des moyens de notre dignité. C'est extrêmement important. L'individu, tant qu'il est dans le besoin, est toujours sujet donc, à une certaine dépendance. Une dépendance vis-à-vis de l'autre. Et il est difficile de refuser certaines offres quand on est dans certaines situations. On en joue un peu aujourd'hui. Et malheureusement, certains en ont fait leur terrain de jeu favori. Et une exception, vous avez, comment justement vous avez poursuivi ces locales? Vous avez fait du porte-à-porte, comment vous vous êtes rapproché des populations? Vous avez joué la proximité, comment? Exclusivement la proximité. Exclusivement en groupe? En groupe, oui, et à pied. Et à pied. Nous n'avons pas eu de véhicule, de cortège, pas de tintamarre, mais nous avions en bandoulière notre conviction, notre engouement, notre programme. Et nous avons fait la presque totalité des maisons donc, de la commune à pied. Vous avez été bien reçu? Oui, j'avoue que dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, ce qui est frappant, c'est la courtoisie des habitants, même s'ils ne sont pas avec vous. Mais ils sont très courtois. Ils vous ouvrent leurs portes, ils vous écoutent. Ne vous contredisent pas. Certains vous invitent à un débat contradictoire. C'est charmant. Et c'est bien parce que c'est ce qu'on apprécie, ça nous permet nous autres également d'argumenter. Mais généralement, vraiment, ce que nous avons remarqué, c'est l'extrême courtoisie des populations de Mermoz-Sacré-Cœur. Vous continuerez d'autres élections? Ah ben oui, on ne va pas s'arrêter. Vous n'allez pas vous arrêter. Voilà. Concernant les élections législatives au soir du 31 juillet, quelle est votre lecture? Quels sont les enjeux qu'on peut vraiment relever aujourd'hui? Alors, un fait inédit, c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal que le parti au pouvoir est presque mis en minorité à l'Assemblée nationale. Cela traduit deux choses. La première, c'est que la majorité des Sénégalais aujourd'hui ne fait plus confiance, je dirais, donc au régime en place. Et d'autre part, la deuxième lecture, c'est que la mutualisation, elle est extrêmement importante dans des élections. Pourquoi je le dis? Quels que soient les résultats que nous avons notés durant ces élections législatives, même si le pouvoir a perdu beaucoup de députés, de plus de 123 à 80 ou 82, c'est quand même beaucoup la différence. Mais si l'on regarde en profondeur, le régime en place a encore son électorat. Surtout dans les régions? Oui.
avec encore son électorat, parce qu'il s'en sort avec presque 1,5 1,550 voix, tandis qu'en 2017, il était à 1,680 voix. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas cette différence de 100 000 voix qui peut faire perdre autant de députés. C'est quoi? C'est tout simplement parce que le système, la méthode de calcul pour la liste nationale octroie en tout cas à l'opposition aujourd'hui une bonne part des députés. Mais si de manière éclatée, atomisée, on analysait les résultats de 2017, on est dans les mêmes chiffres, dans les mêmes proportions. Donc cela veut dire qu'avec les mêmes voix que l'opposition a aujourd'hui en 2022, s'ils étaient atomisés, le pouvoir aurait eu ces 123 députés au lieu de 80. Donc, de façon dans une proportion relative, le pouvoir a encore son électorat. Hein, donc il n'a pas encore perdu totalement. Hein. En valeur absolue, il n'a pas encore perdu, mais en valeur absolue, en valeur relative, il y a également cette différence, mais en valeur absolue, le pouvoir a encore son électorat. Voilà, il ne faut pas qu'on perde cela de vue. C'est vrai. 82 sièges pour Benno Bokk Yakaar, l'opposition toute confondue réunie, 83 sièges. Pensez-vous que d'ici là, il y aura encore de la transhumance, je ne sais pas, passer d'un camp à l'autre? Oui. Surtout qu'aujourd'hui, tous les yeux sont rivés sur Pape Diop, particulièrement. Oui. Il a annoncé la couleur. Hein. Il a annoncé la couleur. Il a annoncé la couleur. Il a dit clairement que il va soutenir donc le parti au pouvoir. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas que les gens s'étonnent que de telles choses se passent. La façon dont la coalition Yewwi Askan Wi a été formée montre que nous sommes dans une coalition d'intérêts politiques, rien d'autre. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui disent que leur compagnonnage s'arrête aux législatives. À la présidentielle, chacun prend sa voix. Donc, ils se sont regroupés pour des intérêts. Chacun sert l'autre. Donc, le Yewwi en majorité, PASTEF, PS et PDS, déjà c'est une coalition hétéroclite, parce que PASTEF vient avec un esprit de rupture, un nouveau système, hein, comme ils le disent, alors que le PS et le PDS, vraiment, c'est l'ancien système. Hein. Donc, nous avons été victimes de leur gestion jusqu'ici. On a payé encore les pots cassés. Et dans ces conditions-là, il serait vraiment très illusoire de croire qu'ils pourront aller ensemble à la présidentielle. Et voilà. Donc il me semble en tout cas assez difficile, assez peu compréhensible qu'ils puissent aller ensemble parce qu'ils n'ont pas les mêmes visions. Maintenant, dans la mesure où chacun a utilisé l'autre pour accéder à l'Assemblée nationale, mais une fois là-bas, chacun également prend sa voix là où est son intérêt. D'autre part, je ne serai pas peut-être contre le choix de Pape Diop parce que nous sommes une démocratie naissante et c'est la première fois que l'on vit en fait une telle situation à l'Assemblée nationale et on n'a pas encore la maturité de la cohabitation. Pourtant, normalement, devait se faire. Exactement, et dans les normes, c'est ce qui est souhaitable, en tout cas dans une démocratie, c'est qu'il y ait une cohabitation, mais une cohabitation mature, patriotique. Et vu la situation d'ici 2024, parce que tous ces regroupements de forces, cette mutualisation et cette synergie visent en tout cas à contrer le pouvoir en 2024. Pas de troisième mandat. Vous pensez que c'est leur seule motivation aujourd'hui? Je crois. C'est la seule? C'est la seule motivation, il n'y a rien d'autre. Et c'est ce qui est un peu dommage parce que nous avons des priorités au Sénégal. Et j'espère vivement d'ailleurs, parce que je lance cet appel aussi, que les députés vont se comporter en citoyens, qu'ils se mettent en tête qu'ils sont devenus des députés
de la nation, les représentants du peuple. Ouais. Et ils ont le devoir et l'obligation d'accompagner tous les bons projets qui viennent de l'exécutif. Autant ils ont l'obligation de faire face lorsqu'ils estiment que ces projets-là ne sont pas dans l'intérêt du pays. Doivent-ils rendre compte aussi aux populations? Absolument. À ceux qui les ont élus. Mais ils en ont une obligation. Quand même. C'est le contrat qu'ils ont vendu. Qu'ils ont signé avec pour la transparence, la redevabilité, le compte-rendu, etc. C'est un devoir, c'est une obligation. C'est une obligation. Par rapport aux résultats, aux proclamations, pourquoi aussi ça prend autant de temps? Et nous avons vu qu'au soir même, certaines personnes sont déjà sorties pour proclamer des résultats provisoires. En termes de droit, est-ce que ça se fait? Et pourquoi la Sénat prend autant de temps, ainsi que la Cour constitutionnelle, pour donner des résultats définitifs? Alors, la proclamation des résultats électoraux suit un certain processus. Depuis les bureaux de vote, en passant par les sous-préfectures, préfectures, en passant par la commission départementale, après la commission nationale, et enfin, donc, le Conseil constitutionnel. À chacun de ces niveaux, il y a des vérifications qui se font. Et il y a une représentation également des partis politiques. Et dès lors qu'il y a une contestation, ils sont obligés de rendre compte, d'être d'accord sur les chiffres avant que l'information puisse être remontée à l'instance supérieure. L'autre fait, c'est que, en principe, il ne doit pas pouvoir y avoir de problème, parce que chaque parti politique, chaque coalition a l'obligation d'avoir des représentants dans l'ensemble des bureaux de vote où se passe donc le scrutin. À la fin du scrutin, chaque représentant signe les PV avec le président donc du bureau de vote. Et chaque représentant repart avec une copie signée par l'ensemble des personnes présentes dans le bureau de vote. Sur ces faits, si chacun l'avait fait, il n'y aurait pas eu de contestation. Mais malheureusement, dans certaines zones, l'opposition a commis l'erreur de ne pas mettre de représentants. Excusez-moi, mais ça, c'est donner le bâton à quelqu'un pour se faire taper dessus. Bon, maintenant, les contestations peuvent être compréhensibles, hein, quand on voit certains résultats quelque part, mais la faute revient à celui qui n'a pas voulu se faire représenter. Toujours par rapport aux enjeux, est-ce que vous notez enfin déjà, il a été souligné qu'il y a quand même eu un fort taux d'abstention au niveau des votes, mais concernant les jeunes, est-ce que les jeunes aujourd'hui sont soucieux des enjeux et notamment de la place des députés aujourd'hui au sein de la nation? On a l'impression que c'est un peu moins... Je dirais moins d'implication, par exemple, que pour les élections locales ou même pour la présidentielle. Est-ce que réellement, ils ont aujourd'hui en tête les enjeux de ces élections législatives? Mais il n'y a pas que les jeunes. Même les plus âgés? Même les plus âgés. Vous trouvez aussi? Lorsqu'on analyse froidement le comportement de l'électeur sénégalais en 2022, l'électeur a voté pour une liste où se trouvent des individus qu'il ne connaît pas du tout. Les suppléants. En oubliant qu'ils vont élire des hommes et des femmes qui vont les représenter à l'Assemblée nationale. Par contre, à côté, on voit donc une autre liste comme la liste de A, où il y a des personnalités que tout le monde connaît par leur probité morale, par leur sérieux, par leur mandat honorable pour certains à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il y a eu au moins 2 députés sortants, 2 anciens députés, 2 députés sortants et d'autres personnalités qui pourraient justement avoir un préjugé favorable quant à une bonne représentation au niveau de l'Assemblée nationale, mais qui n'ont pas fait le charme des Sénégalais. Alors, donc c'est pour dire que nous sommes toujours dans cette perspective de 2024 où on montre au président de la République
qu'on n'en veut pas. On lui montre carrément, on va voter pour n'importe qui, juste pour vous, voilà, pour vous créer des problèmes au niveau donc de l'Assemblée nationale et vous apporter une bonne opposition. Mais ce n'est pas pour choisir véritablement les bonnes personnes qui peuvent les représenter au niveau de l'Assemblée nationale. Donc maintenant, il faut quand même reconnaître que tout citoyen a le droit d'être présent à l'Assemblée nationale. Concernant aussi la parité, vous trouvez qu'il y a un juste équilibre ou pas du tout? Oui, maintenant toutes les listes sont paritaires. Là, il n'y a rien à dire. La loi sénégalaise est très claire là-dessus. Il y aura autant de femmes que d'hommes dans des institutions où l'élection permet d'y être. Selon vous, quelles devraient être les priorités là au lendemain des législatives? Alors, nous sommes dans une société à reconstruire. Oui. Nous avons énormément de problèmes au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau donc de nos ressources de souveraineté, oui. Au niveau également de la cherté de la vie, donc des denrées. Je crois que c'est le moment pour ces députés, et surtout les nouveaux qui viennent, parce que les autres nous ont déjà dit pourquoi les denrées sont chères, pourquoi l'école est comme ça. Pour les autres, pour nous prouver qu'ils sont très conscients de ces problèmes que nous vivons, et d'essayer de proposer des lois qui vont dans le sens de soulager donc, les populations. C'est extrêmement important. Tout à fait. Voilà. Donc c'est le baptême de feu. Et je pense que c'est l'occasion de nous prouver qu'ils en sont capables avant 2024. À quelques mois avant 2024, on espère. Ouais. Un petit mot aussi, toujours dans l'actualité, concernant les inondations qui préoccupent tout Sénégalais. Dakar a été plongé sous les eaux pendant quelques jours, quelques heures. Beaucoup en ont empathie. Quelles devraient être aujourd'hui les solutions rapides, hormis le plan Orsec? Bon, le plan Orsec, je pense que c'est le plan qu'il faut, d'urgence qu'il faut. Mais au-delà, on doit faire une très forte introspection. L'État déjà doit prendre ses responsabilités et évaluer tous les projets qui ont été faits afin de faire des inondations un vieux souvenir. Le président de la République a annoncé avoir investi 700 milliards. Il faut que l'on sache dans quelle zone ça a été investi et pour quels résultats. Il est important aussi que l'urbanisme et comment dirais-je, les domaines puissent être beaucoup plus conscients et beaucoup plus responsables dans la délivrance des autorisations de construction. Il faudrait que les citoyens eux-mêmes sachent que les déchets solides n'ont pas de destination dans les canalisations. Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes avec le comportement des citoyens. Lorsque vous faites le tour donc des routes, des quartiers, vous verrez que l'ensemble des avaloirs sont bouchés. Sont bouchés parce qu'il y a beaucoup de sable dedans, des pierres, ou bien carrément... Avec les chantiers. Les chantiers, etc. Donc ça, c'est un problème. La deuxième chose, c'est qu'à partir des maisons, on met n'importe quoi dans les réseaux. Tout à fait. Ça également, il faut éviter. Il faut l'éviter. La troisième chose, ce sont les mairies qui doivent veiller à ce que les contrevenants, parce que l'État est très loin, mais les mairies doivent veiller à ce que les contrevenants puissent être sanctionnés. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Voilà. Et que le vol des couvercles également cesse. Il faut criminaliser, selon moi, il faut criminaliser le vol des couvercles des égouts et des grilles des avaloirs. C'est extrêmement dangereux. Parce que c'est avec ce vol que les trous sont béants et l'ensemble des déchets solides, pierres, sable et autres déchets, les ordures que l'on jette dans les rues, les gobelets, les bouteilles, les sacs, sachets plastiques, etc., entrent à l'intérieur, forment un bloc solide à l'intérieur et empêchent le drainage des eaux.
et puis ça remonte à la surface, ça crée des problèmes pour tout le monde. Et qui pourrait prendre l'évacuation pour aller directement en mer, exactement, en fait. parce qu'il y a deux réseaux. Il y a deux réseaux. Il y a un réseau d'évacuation des eaux usées, donc tout ce qui provient des maisons, et il y a un réseau d'évacuation des eaux pluviales. C'est l'ensemble donc des avaloirs que vous voyez le long des routes. Donc lorsque l'eau tombe sa destination c'est déjà les avaloirs qui les collectent et qui permet à ce que très peu d'eau puisse arriver au bas niveau. Mais si c'est bouché, toute l'eau qui tombe est drainée vers le plus bas niveau et c'est là où se trouvent les problèmes. Donc il faut vraiment que l'on puisse être conscient et surtout sensibiliser les citoyens. Tout le monde, hein. Et moi je pense que vous avez un rôle à jouer, vous les médias, parce qu'il faut des émissions qui sensibilisent sur ces comportements-là, parce que nous vivons tous après les conséquences. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Votre dernier message à l'endroit des populations, des politiciens, un petit peu toujours pour la bonne gouvernance du pays? Alors, le message, c'est de les appeler à respecter les valeurs que nous avons, nos valeurs socio-culturelles et religieuses. Veillons à ce que dans l'adversité, que l'on soit sincère, que l'on soit honnête et que l'on soit non violent. Aux populations, je les invite à choisir de façon utile les dirigeants. Parce qu'il faut que chacun sache que la mairie a un rôle à jouer, les députés ont un rôle à jouer et le président de la République, c'est celui qui représente tous les Sénégalais et qui prend toutes les décisions pour notre avenir et l'avenir de nos enfants. Veillons à ce que ces choix ne se fassent pas sur l'émotion. Voilà. Surtout pas sur l'émotion. Surtout pas sur l'émotion. Voilà. Et votre mot de la fin avant de nous quitter? Vous remercier, Penda, pour cette opportunité que vous m'avez donnée. Remercier l'ensemble de vos agents qui ont contribué à la réalisation de cette émission et des autres émissions. Et vous souhaite en tout cas un très bon succès. Merci, merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sous peu avec un autre invité et une nouvelle thématique. Ne manquez pas l'intégralité de cette émission sur toutes nos plateformes digitales. À très vite.